Communiquer pour se reproduire. La communication, elle joue un rôle important dans la reproduction. Il n'y a pas que la communication pour signaler aux autres, par exemple, qu'il y a un danger, qu'il y a des amis à tel ou tel endroit, que tel éléphant va arriver, que tel rhinocéros s'approche, etc. Donc selon les animaux dont on parle, les végétaux, il y a des moyens de communication. Alors pour les végétaux, ça c'est un autre problème, hein. Là on ne va parler que de la communication pour se reproduire concernant les êtres vivants côté faune. Donc impliquée dans la nutrition, la défense des individus d'une même espèce, la communication joue un rôle également très important dans la reproduction. On va essayer de résoudre un problème. Ce problème, c'est le suivant. Comment ou en quoi la communication entre individus permet-elle d'améliorer les chances de pouvoir se reproduire? Autrement dit, qu'est-ce qui fait que deux individus vont pouvoir se rapprocher et faire en sorte que l'espèce soit conservée? Alors, l'espèce humaine, par exemple, est constituée par de nombreuses populations. Une population, ce sont des individus qui font partie d'une même espèce, mais qui ne vivent pas forcément au même endroit. Donc, par exemple, il y a différents pays, et bien chaque pays a sa population. Alors, on est plus ou moins éloignés les uns des autres. Au sein d'une population, on peut être très proche ou très éloigné. Bon. Maintenant, comment la communication elle permet de favoriser la reproduction? Alors, nous allons prendre l'exemple chez un papillon qui s'appellera le Bombyx du mûrier. Nous allons prendre l'exemple chez un cerf, pour un cerf, l'exemple chez le paon, le fameux paon, et un exemple chez un canari. Bon, voilà, vous voyez, on n'est pas dans l'espèce humaine, hein, on est plutôt dans les populations animales autres que l'humain. Alors, essayons de comprendre ce que le Bombyx du mûrier mâle fait, ou comment est-ce qu'il peut savoir qu'une femelle peut être réceptrice. Alors, une femelle du Bombyx possède une espèce de glande qui va pouvoir émettre une molécule que l'on appelle une phéromone. Alors les phéromones, donc, ce sont des molécules qui sont émises à l'extérieur d'un organisme animal et qui vont aller agir sur un autre animal en se fixant sur des récepteurs, et récepteurs qui vont faire en sorte que l'animal qui reçoit cette phéromone, en fait cette molécule, eh bien, va pouvoir agir. Alors si par exemple il y a une certaine distance, le mâle qui reçoit la phéromone d'une femelle va, par une histoire de concentration de molécules dans l'air, pouvoir rejoindre la femelle. Donc chez les insectes, la constitution de couples à partir d'individus parfois très éloignés donc se fait entre mâles et femelles par l'émission de phéromones, qui est une substance chimique. Donc là, on parle de communication chimique olfactive. Ça veut dire qu'il y a un sens, qui est le sens de l'olfaction, qui met en jeu la communication et qui va faciliter la reproduction, qui va faciliter le rapprochement des individus, donc la reproduction. Alors, cette communication donc intervient dans la localisation de la femelle, donc qui est chez le papillon du ver à soie que l'on appelle Bombyx mori. Alors c'est un papillon nocturne, entre parenthèses. Donc la femelle libère des phéromones, alors pas n'importe quelle phéromone, hein, ce sont des phéromones que l'on appelle phéromones sexuelles. Donc il y a une glande, hein, qui est à l'extrémité de son abdomen, et puis cette glande, donc, elle libère ces substances. Les mâles possèdent des antennes qui sont très développées, et ces antennes sont capables de percevoir des odeurs en quantité très faible. Donc des expériences en laboratoire ont été réalisées pour vérifier que la communication chimique chez le Bombyx est bien réelle, hein, que ce n'est pas qu'une simple impression. Donc un extrait de la glande sécrétrice de la femelle est déposé sur un substrat et les phéromones sont diffusés à l'aide d'un ventilateur.
Donc on fait une simulation, hein, comme s'il y avait une femelle en fait. Dès qu'il perçoit le message chimique, le mâle se dirige vers la source de l'odeur, et tourne en rond tout autour, et quelques molécules seulement de phéromones suffisent à déclencher sa réaction, c'est-à-dire le fait qu'il va aller se diriger vers la source émettrice de phéromones. Bon voilà, hein, donc pour le Bombyx du mûrier, donc le Bombyx mâle, eh bien, vers soi, etc. Donc c'est important de comprendre les choses. Maintenant, la communication pour se reproduire au niveau du papillon, c'est encore autre chose. Ce n'est pas notre intérêt à nous. C'est l'intérêt plutôt du papillon de perpétuer son espèce. Donc on a dit communication chimique olfactive entre les papillons, le type mûrier, du type Bombyx. Alors Bombyx, c'est le genre, hein, c'est le nom de genre. Et le Bombyx du mûrier, en fait, c'est Bombyx mori. Mori, c'est l'espèce. Alors, merci à Carl von Linné d'avoir permis, en fait, de comprendre que la classification des êtres vivants, c'est compliqué. Et il a fait un travail phénoménal pour nommer un grand nombre d'êtres vivants par un nom de genre qui commence par une majuscule et par un nom d'espèce qui est plutôt sous forme de minuscule. Voilà. Donc passons maintenant au cas du cerf. Donc le brame du cerf en période de reproduction est un phénomène très important. Alors en plus du brame, donc il y a très souvent, même à chaque fois de toute façon, des compétitions entre les mâles. Alors toujours les dominants qui dominent les plus faibles, mais bon, il y a toujours les plus faibles qui essaient de supplanter la hiérarchie qui est déjà en place. Hein. Objectif, toujours féconder les femelles. Bon. Donc compétition entre individus du même sexe qui peut impliquer des combats. Alors les femelles ne se battent pas entre elles, hein. Donc ce sont juste les mâles. Alors on se demande bien pourquoi les mâles ont développé des bois si importants, si impressionnants, parce que ça pèse lourd quand même. Hein. Bon, bref, c'est une question il faut raisonner au niveau de l'évolution, et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Alors en automne, donc, les cerfs mâles émettent un cri qu'on appelle le brame, qui est très puissant et à la limite du agréable, désagréable. Bon, chacun ses goûts, hein, mais moi personnellement je trouve que c'est un cri qui est un petit peu bizarre. Hein. Je vous invite à l'écouter sur internet par exemple, à essayer le brame du cerf lorsqu'il essaie de conquérir ces charmantes femelles. Alors il attire l'attention des femelles et défie ou dissuade les autres mâles, hein, qui voudraient prendre sa place. Hein. C'est toujours intéressant de prendre la place d'un mâle dominant pour pouvoir féconder les femelles, dans le sens où on donne ses gènes à la descendance. Donc on perpétue sa propre personne, entre guillemets, individuellement. C'est très important. Bon, mais comme en général ce sont les plus forts qui gagnent, eh bien en fait les gènes du plus fort sont donnés en priorité, bien entendu. Hein, ce qui conforte en fait, le fait que les espèces, on dit la loi du plus fort, eh bien c'est bien vrai chez les êtres vivants, chez les animaux, par exemple les cerfs ou les autres animaux qui font des combats pour s'approprier les femelles, eh bien ce sont les plus forts qui offrent leurs gènes en priorité. Et ça facilite la survie de l'espèce, en tout cas. L'intensité du brame donc dépend de muscles thoraciques et traduit donc la force qui serait utilisée lors d'un combat. Et le cerf s'en donne à cœur joie, évidemment. Alors pour lui, c'est pas de la joie, c'est simplement montrer à ses concurrents qu'il est là et qu'il a suffisamment de force pour défendre ses femelles et ne pas laisser la place aux autres. Alors évidemment, l'acte sexuel est associé à un plaisir, ce qui facilite encore plus la détermination à conquérir les femelles. Donc là, il s'agit d'une communication sonore. Tout à l'heure, on avait vu une communication olfactive chimique. Hein, c'est des phéromones chez le Bombyx, dans l'espèce Mori, avec le genre Bombyx. Et là, il s'agit d'une communication plutôt sonore. Alors, elle évite souvent des combats coûteux en énergie,
du seul fait que si un mâle qui voudrait supplanter le mâle en place, si un mâle voulait le défier, eh bien le fait que le brame soit très puissant, eh bien montre que indirectement il n'aurait aucune chance, et donc ça évite un combat. Bon, alors bien sûr il y a des jeunes mâles qui sont spécialement hargneux et qui ont envie quand même de tenter leur chance, mais ils sont bien vite mis à l'écart suite à la force du mâle dominant. Bon, voilà, donc le brame, hein, communication sonore, on a vu communication chimique, olfactive chez le bombyx, maintenant chez le paon. Alors le paon mâle, alors vous avez peut-être remarqué, vous allez au zoo, et puis vous voyez un paon, vous voyez le paon qui expose ce que l'on appelle les ocelles de sa queue. Donc ça fait comme un éventail, un immense éventail hein, qu'il déroule. Alors même si vous êtes là, quelquefois, si le mâle est spécialement déterminé auprès d'une femelle, il déploie quand même la roue. Alors il y a des espèces de vibrations qui se font en même temps. Alors c'est pour séduire la femelle, elle qui n'a absolument pas de telles plumes. Donc en période de reproduction, certains animaux, comme le paon par exemple, vont arborer des attributs vraiment extravagants, et le paon en fait partie. Donc c'est très coloré, c'est démesuré, mais ça marche hein, parce que c'est une séduction pour la femelle. Hein. Donc chez le paon, les caractères sexuels secondaires donc, présents chez le mâle ont un rôle très important, ils sont très développés. Alors c'est de la séduction, hein, on peut appeler ça comme ça. Le paon mâle fait la roue. Alors en même temps ou pas en même temps, lorsqu'il pousse un cri, je vous garantis que ça fait du bruit. Bon, la queue du paon mâle est constituée de plumes très très longues, ornées de ce que l'on appelle des ocelles, qui sont des taches en forme d'œil présentes sur le plumage et qui influencent le comportement reproducteur des femelles. Donc plus la roue du paon est belle, plus la femelle va être séduite. Alors si on regarde par exemple le nombre de partenaires sexuels en fonction du nombre d'ocelles chez le mâle, donc nombre de partenaires sexuels du mâle en fonction du nombre d'ocelles sur le mâle, hein, je répète. Alors nombre de partenaires sexuels, on va aller de 0 à 8, et nombre d'ocelles, on va aller de 140 à 160. Donc c'est très coloré, hein. Il y a un centre bleuté avec un pourtour orangé, et puis autour encore de ce orangé, il y a du vert avec une espèce de petit plumage très très joli. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont arborés tout au long sur toute cette espèce de roue qui est proposée à la femelle. Alors 140 ocelles, il y a nombre de partenaires sexuels du mâle 2. Voilà, 140 ocelles 2. S'il y a 150 ocelles, alors là on bascule entre 150 et 155. On dirait même, on va même dire entre 145 et 155, on a alors nombre de partenaires, bon il y en a un par-ci, un par-là, il y en a 2, 3, 4, 6, on monte jusqu'à 6, et 160, on monte jusqu'à 7, voire 8 partenaires. Donc on a une courbe de tendance hein, qui est croissante en allant du nombre d'ocelles le plus faible vers le nombre d'ocelles le plus important, et du nombre de partenaires faibles jusqu'au nombre de partenaires importants. Donc 160 ocelles, il y a un partenaire. 155, il y en a un aussi. 8 partenaires par contre. Enfin 8 partenaires, nombre de partenaires sexuels du mâle. Donc ça fait 8 pour 160 ocelles. Et on va dire 7 à peu près pour 100, enfin 6 ou 7 pour 155 à peu près. Et moins il y a d'ocelles, moins il y a de partenaires. Hein. 1, 2 ou 3, voilà. Bon voilà, hein, les choses parlent d'elles-mêmes. Autrement dit, plus la roue est belle, plus il y a d'ocelles, et plus le mâle a sa chance de conquérir les femelles. Le canari maintenant. Le canari mâle, il contribue à la construction du nid chez un couple. Alors chez les oiseaux, le chant joue un rôle très important dans toutes les étapes de la reproduction.
Alors, la construction du nid est indispensable à la couvaison et à la protection des oisillons, ce qui implique très souvent chez les couples d'oiseaux les deux partenaires et chacun travaille. Alors, ne pas prendre l'exemple du coucou qui, lui, dépose carrément ses œufs dans le nid d'un couple. Alors, il choisit bien, il est très stratégique. Je vous invite à regarder une émission sur les coucous, donc au printemps. Donc, il dépose les œufs dans les nids de différents couples, très astucieux. Voilà. Alors, une étude a été menée chez le canari afin de rechercher le rôle de la communication dans la tâche de construction du nid. Alors, on va essayer de voir l'influence du chant du mâle sur le comportement de la femelle chez les canaris. Alors là, on a un très beau canari jaune, canari mâle, donc on le voit qui transporte des petits bouts de brindilles pour aller très certainement le mettre dans ce nid et contribuer à la construction du nid. Alors, on va voir dans le graphe, c'est nombre de brindilles ramassées en fonction du temps en jour. Alors, on a deux courbes, on a une courbe verte et une courbe bleue. Alors, la courbe verte, c'est la femelle qui a entendu des chants monotones. C'est-à-dire qu'on a mis un canari, et puis bon, il chante, mais bon, c'est monotone, quoi. Eh bien, les femelles n'ont pas ramassé de brindilles. Étrange. Voilà, donc en tout cas très peu. Donc ça veut dire qu'au bout de 18 jours, il n'y a pas de brindilles. Bon. Par contre, pour les femelles qui ont entendu des chants très variés, eh bien là, elle est très active. Et au bout de 6 jours, après avoir entendu le magnifique chant du canari mâle, eh bien elle commence à s'affairer pour recueillir des brindilles à droite et à gauche et aller construire le nid. Donc là, on voit très bien que l'influence du chant chez le canari mâle, la femelle, alors je ne sais pas si la femelle chante, mais je n'ai jamais entendu de canari femelle chanter. Peut-être qu'elle chante, c'est peut-être comme les colombes où la femelle chante aussi. Attention, les colombes, c'est trompeur. Bon, donc voilà, autrement dit, les choses sont claires. Communication, le chant, communication sonore. C'est chez le canari, donc la femelle est très stimulée lorsque le mâle développe des beaux chants. Alors on devrait demander, donc lorsque on pourrait faire des comparaisons, par exemple avec des hommes, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, etc., lorsqu'ils entendent des concerts, de magnifiques concerts joués par un orchestre philharmonique, etc., voir l'influence dans la vie de tous les jours des tâches, le travail, etc. Voir peut-être qu'il y aurait un rapport entre une tâche qui pourrait être faite par des hommes, par exemple des hommes qui travaillent en milieu professionnel. Donc si on leur faisait écouter ces chants philharmoniques, eh bien peut-être que la motivation pourrait s'en trouver décuplée. Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, c'est très agréable d'écouter de la belle musique. Très agréable. Bon voilà, on a répondu, on a mis en évidence le rôle de la communication donc intraspécifique. Intraspécifique, ça veut dire spécifique, on dit espèce. On pourrait dire intra-espèce, mais on dit intraspécifique. Donc au sein même des espèces, il y a une communication dont l'objectif c'est globalement se reproduire pour perpétuer les espèces. Donc on a pris l'exemple d'une communication olfactive, donc chimique, chez le bombix, un papillon, grâce à l'émission de phéromones et à des récepteurs sur le mâle au niveau d'antennes, donc qui reçoivent des quantités très infimes de phéromones et qui sont capables de réagir et de détecter la présence de la femelle de ce fait-là. Le brame du cerf, le cerf est le mâle dominant est très puissant, il a un brame qui est très puissant, à la limite du désagréable, enfin pour ma part en tout cas, et ça sous-entend que ce brame puissant développe une musculature impressionnante. Donc c'est une communication sonore qui va faire en sorte que les éventuels prétendants qui voudraient le défier savent bien que de toute façon c'est peine perdue si le brame est puissant. Parce que les autres cerfs,
moins forts, font la relation entre un brame puissant et la puissance du cerf, puissance musculaire. Chez le paon, c'est plutôt visuel, hein, c'est une communication visuelle, puisque le paon fait la roue et que la femelle est très séduite par la beauté des ocelles constituant la roue du paon. Bon, donc là, c'est plutôt une communication visuelle. Et chez le canari, c'est encore une fois une communication sonore, puisque on a pris l'exemple d'une femelle qui entendait un chant monotone et qui n'avait pas très envie d'aller chercher des brindilles pour construire un nid, alors qu'une femelle qui a entendu un chant, un très beau chant varié, très sonore, varié, eh bien, a eu envie au bout de 6 jours et sur 18 jours. En fait, l'expérience a été faite sur 18 jours. Hein, bon. Mais en tout cas, donc elle a construit son nid, elle a construit des brindilles. Elle est allée chercher des brindilles et a construit le nid. Donc le couple a participé à la construction du nid. Donc tout ça dans l'objectif, papillon, le cerf, le paon, le canari, tout ça pour se reproduire. Donc voilà. Hein, donc nous avons bien mis en évidence que la communication pour se reproduire est très importante et on pourrait prendre de très très nombreux exemples encore. Voilà, donc j'espère que ce cours vous a plu. Il est terminé. Merci.